Un, deux. Bonjour à tous. Il reste encore quelques places, je pense. Vous pouvez vous asseoir, pas de souci. Bienvenue pour cette table ronde concernant le marketing expérientiel, un levier d'activation, d'impulsion et de fidélisation. Aujourd'hui, en fait, ça reste quand même un levier très important en fait, qui permet de créer des liens avec le consommateur, le retailer et aussi des liens entre fournisseurs et retailers, bien évidemment. Et aujourd'hui, en fait, le but de cette table ronde, ce sera un peu de vous inspirer et de vous donner une vision actuelle de ce que le métier d'activation commerciale. Aujourd'hui, donc, je suis, au cas où certains l'ont entendu, j'ai un petit accent, je viens du Grand Nord de Belgique. J'ai combattu le décalage horaire pour pouvoir vous parler aujourd'hui d'activation commerciale. Certains peut-être que me connaissent du podcast Le Retail Influenceur. Je suis Vincent Padels. Donc, si vous avez un peu de curiosité, vous pouvez aller sur mon site 27retail.com. Maintenant, j'arrête la pub et je vais passer à mes deux collaboratrices ici pour cette table ronde. Je vais demander à Léa Bonenfant de Coca-Cola d'abord de se présenter. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi, c'est Léa Bonenfant, donc actuellement manager shopper activation chez Coca-Cola Europacific Partners. Concernant mon parcours, accès marketing produit. Donc, j'ai travaillé en grande distribution, chez Carrefour, chez Intersnack, plutôt chef de produit. Et j'ai travaillé chez Coca-Cola, donc en trade marketing à la fin de mes études. Suite à ça, je me suis dit, OK, il faut faire aussi une petite partie commerciale. Donc, je suis allée chez Procter & Gamble, où là, j'ai eu un parcours du coup terrain. J'étais chef de secteur sur Paris, Île-de-France. Et ensuite, j'ai pu monter au siège donc en tant que compte clé Galec sur la marque Oral-B. Et j'ai poursuivi avec un parcours Drive, donc compte clé Leclerc Drive. Je me suis rendu compte après ça que je voulais travailler en marketing. Et donc, du coup, je suis arrivée il y a 2 ans maintenant chez Coca-Cola en tant que manager shopper activation. Donc, je manage actuellement une équipe, on est 3, et on s'occupe de toute la partie expérientielle en point de vente. Donc, on va en parler plus en détail juste après. Voilà pour moi. Maintenant, Camille, présente-toi peut-être depuis Strada et aussi pourquoi est-ce qu'en fait, malgré qu'il est presque l'heure du déjeuner, on est en mode morning encore. C'est ça. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Camille Philippe, je suis directrice marketing de l'agence Strada. Ça fait 6 ans que je suis à l'agence avec un parcours un peu comme Léa, côté industriel avant, chez Ferrero et au Club Med notamment. Pour vous parler très rapidement de Strada, je ne sais pas si vous connaissez ou non, on est juste à côté si vous ne nous avez pas vu, le stand orange fluo, donc vous n'avez pas pu nous louper. Strada, on est une agence de marketing opérationnel. On est une agence où globalement on accompagne les marques dans leur stratégie d'interception avec leurs cibles, que ce soit dans leurs problématiques marketing, trade marketing, commercial, voire de communication. Et on a plusieurs piliers en fait pour répondre aux besoins de nos clients. Ça va de l'externalisation commerciale à l'activation en point de vente, à l'événementiel de marque, des festivals, du street marketing, des pop-up stores. Et Vincent m'a fait un bon passage de témoin. Aujourd'hui, on est là aussi dans le cadre de nos Strada Morning. Les Strada Morning, c'est quoi ? Notre agence organise 2 à 3 fois par an des rendez-vous pour se réunir entre professionnels du marketing et du retail pour échanger sur les mutations de nos secteurs d'activité, sur les changements du consommateur, tout ça. On mène prospective, vision stratégique et challenge opérationnel. Et on est ravis que le shop, du coup, nous accueille pour parler enjeux du marketing point de vente au salon du marketing point de vente. Donc, on ne pouvait pas louper ça. Alors justement, on va d'abord commencer avec un petit peu le concept de vision. Et j'aime bien toujours raconter d'abord une petite histoire. En fait, quand j'étais petit, moi j'adorais aller faire les courses avec ma maman. Je me battais avec mes frères pour pouvoir l'accompagner. J'ai envie de dire le truc simple que tout le monde connaît en fait dans l'activation. Quand j'allais chez le boucher, il était toujours là avec un morceau de jambon ou un morceau de salami pour essayer de refourguer 100 grammes de plus à ma maman. Et ça fonctionnait souvent d'ailleurs, entre parenthèses. Par contre, aujourd'hui justement, j'ai constaté que ceci commence un peu à disparaître dans les points de vente parce qu'ils ont tellement de choses à faire à gauche à droite que vous n'avez pas forcément quelqu'un au comptoir pour faire ce type d'animation. Il y a aussi une autre contrainte ou une autre réalité qui apparaît, c'est qu'en fait, au fil des ans, il y a en fait un peu cette idée que le retailer, donc le distributeur, est devenu une espèce de logisticien qui en fait amène le produit depuis le producteur jusqu'au point X, Y, Z en rayon où le consommateur peut venir le prendre. Et cette vision de retailer logisticien est un petit peu erronée parce qu'en fait, le retailer reste quand même avant tout un commerçant et doit rester un commerçant. Et les magasins qui fonctionnent le mieux en Belgique, en France et n'importe où ailleurs où je remarque, il y a toujours ce concept de commerçant qui vient.
quelle est pour vous, en fait, votre vision? Enfin, ça, c'est en tout cas ma vision que l'activation doit rester par ce côté commerçant. Quelle est pour vous, en fait, peut-être pour toi, Léa, commençons par toi, la vision, en fait, de l'activation commerciale aujourd'hui? Alors, moi, ma vision, en tout cas, le premier enjeu, selon moi, c'est vraiment de créer le contact avec nos shoppers. Donc, on a plusieurs challenges. Le premier, je dirais, c'est de permettre à nos commerciaux d'exister, donc se différencier en point de vente, donc grâce à des activations impactantes, créatrices de valeur. Et le deuxième challenge, vous le savez, en magasin, on a des milliers de messages. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et l'idée, c'est vraiment de créer un contact qualitatif avec le shopper. Donc vraiment l'inviter à partager des moments avec la marque. Et en plus de ça, on a quand même, c'est aussi le cœur de notre métier, mais le but, c'est de générer des transactions, faire du business au sein du magasin. Et donc, en tout cas, de notre côté, on fait pas mal d'activations, on fait des bilans après pour analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et voir comment on peut s'améliorer. Et donc, chez Coca-Cola Europacific Partners, on a plusieurs temps forts à l'année. C'est des moments clés pour les marques, pour une marque ou pour plusieurs marques. Et l'idée, c'est vraiment d'activer plusieurs actions en magasin. On a plusieurs niveaux d'activation. Donc le premier, ça va être, et vous le connaissez tous, mais c'est la mise en avant. Donc on appelle ça les displays, mettre en avant nos produits avec, par exemple, des mécaniques d'achat en faisant gagner des dotations le plus impactantes possible pour les shoppers. Et donc ça, on en a des milliers à l'année. Le deuxième niveau d'activation, c'est la partie animation-dégustation. T'en parlais, de faire déguster nos produits aux consommateurs. Donc là, on va faire déguster des innovations. On va mettre en avant des très très beaux visuels pour vraiment attirer déjà de manière visuelle et ensuite faire tester nos produits pour provoquer après l'acte d'achat avec la distribution de bons de réduction. Et on fait aussi dans notre partie expérientielle des events, on appelle ça, donc l'événement en magasin. Et là, on est plus sur un stand de 6 mètres carrés. Et on va vraiment pousser, c'est pas forcément de la dégustation, ça va être de la personnalisation par exemple, de goodies ou autres. Et là on en fait à peu près plus d'une centaine sur l'année dans des magasins vraiment qui ont de la place et qui permettent d'être très impactants en magasin. Et je peux peut-être parler du coup d'un exemple qu'on a développé récemment, c'est autour du moment clé qui est les repas. Donc vous le voyez sur les images, c'est Meals. On veut vraiment mettre en avant nos marques. Et donc, on a fait du coup 2 stands. On a un stand qui est plutôt dit classique, qui est un stand en carton, assez simple, 1 mètre carré, réutilisable, qu'on peut placer dans tous les formats de points de vente. Ça peut être de la proxy jusqu'au gros hypermarché. À côté de ça, vous le voyez, c'est un stand un peu plus premium, donc fait avec des matériaux solides. Et là qui permet de faire déguster aussi nos boissons accompagnées également de nourriture pour promouvoir le repas. Donc là on est avec de la pizza par exemple et avec nos boissons que vous voyez multimarques, ça peut être du Coca-Cola, du Fanta, du Tropico ou autre. L'idée étant vraiment d'associer nos boissons au repas. J'ai fini. Camille, ta vision maintenant? Oui, pour rebondir ce que tu dis, sur ce que tu dis Léa, moi, je vais peut-être prendre un peu de hauteur en tant qu'agence. Déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'activation marketing, l'activation en point de vente. C'est assez simplement en fait tous les leviers que les marques ont à disposition pour créer de l'engagement et du lien avec leur cible. Et c'est typiquement transformer un consommateur en acheteur. Je pense que dans nos quotidiens, si vous êtes là, c'est que globalement, vous avez tous été confrontés un jour à la théorie des 5 P. Place, prix, produit, promotion. On l'a tous appris à l'école où on travaille plus ou moins. Quand on parle d'activation et en fait de marketing expérientiel, moi j'aime bien parler des 4 E. C'est-à-dire pourquoi autant de lettres, mais je pense que ça résume pas mal. Pourquoi les 4 E? Le premier E pour moi, ça serait l'expérience. C'est vraiment le consommateur attend une expérience positive qui va au-delà des caractéristiques du produit, mais la marque a vraiment besoin de créer l'expérience pour le fidéliser. L'expérience, c'est bien, mais il faut aller au-delà, il faut travailler sur l'émotion. Pourquoi l'émotion? Quand une marque elle est capable de créer un lien émotionnel fort avec sa cible, que ce soit de la joie, de la confiance, de l'excitation aussi, on sait que c'est là en fait, où le lien va être pérenne et c'est là où on va avoir un vrai impact de la communication des marques sur leur cible. Le troisième, ça sera l'exclusivité. Je pense que tous autour de la table, cette grande table ici, on aime bien se sentir unique, on aime bien un dispositif où on se sent personnalisé, on sent vraiment un lien qui est vraiment propre en fait avec la marque et qui va toujours travailler sur cette proximité. Et enfin, l'engagement. Les consommateurs attendent des marques qui s'engagent.
avec leurs cibles, qui ont une façon de communiquer qui est durable, qui est pérenne aussi dans le temps. Et nous, à l'agence, c'est des piliers en fait qu'on met en place tous les jours, l'expérience, l'émotion, etc. C'est ce qu'on voit en fait, ce qu'on fait au quotidien. Très rapidement, on a travaillé pour Andros pendant la Coupe du Monde de rugby, donc je pense qu'en termes d'engagement, d'émotion, on y était. Donc on voit qu'en magasin aussi, on peut travailler sur tous ces piliers en fait émotionnels. Quand on voit ce qu'on peut faire sur une boucherie digitale pour Eura par exemple, on voit qu'on peut travailler tout ça. On travaille sur de la personnalisation, sur beaucoup d'expériences, qui fait que le consommateur se sent unique et du coup on crée un lien qui est hyper fort entre la marque et sa cible. Très beaux exemples. D'ailleurs, certains ont été nominés, je pense, hier soir. Donc, félicitations là-dessus. Exactement. Maintenant, il y a quand même un élément qui vient, parce qu'en fait, on a des très beaux exemples. Maintenant, il faut quand même l'avouer, il y a quand même certaines contraintes. Je veux dire, aujourd'hui, par exemple, les hypermarchés, c'est un format qui est, on va dire plus ou moins en difficulté, mais quand même plutôt sous pression, pour le dire plus poliment. On a aussi quand même toute une volée de franchisation, en fait, en tout cas dans le Benelux. Même chose évidemment aussi en France qui a lieu quand je regarde au niveau européen parmi les retailers avec qui je suis en contact régulièrement. Et évidemment, chacun essaie de protéger en fait le branding de sa marque. Mais il y a aussi le branding du retailer qui sont très très contraignants sur les règles de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire en magasin. N'oublions pas non plus aussi qu'avec l'inflation et la pression et les différentes crises successives qu'on a eues, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même un produit sur deux qui passe en caisse qui est une MDD. Et dernièrement aussi, n'oublions pas aussi qu'on a une certitude maintenant, c'est que le consommateur est assez changeant. Je veux dire, avant on avait une certitude, c'est que par exemple la bolognaise, c'est comme les chats, ça retombe toujours sur les pattes. Mais l'autre certitude maintenant aujourd'hui, c'est que le consommateur est très changeant. Comment est-ce que vous faites justement pour ressortir et émerger en point de vente aujourd'hui avec toutes ces contraintes dont j'ai parlé et peut-être d'autres? C'est quoi les défis auxquels vous faites face? Je commence. Du coup, en effet, l'expérientiel, je pense que c'est la réponse. C'est là où on veut se différencier, se faire remarquer. Et c'est vrai qu'avec nos animations, nos events dont je parlais juste avant, c'est là où on va vraiment créer un contact, comme je disais, qualitatif avec le shopper, un contact humain et non pas juste en effet une mise en avant ou autre. Donc c'est vrai que ça nous permet en fait de créer du contact, de créer du lien, de créer des émotions avec nos shoppers et de l'engager du coup avec nos marques. À côté de ça, on a quand même des contraintes de plus en plus fortes, notamment la place au sol. Nous, en tout cas, avec le terrain, les commerciaux, on se rend compte que c'est très important. Les moments clés, vous avez Noël, les saisons, tout ça. On sait que la place en magasin est très très dure à avoir. Beaucoup de marques. Les industriels, en effet, se battent pour avoir une multiplication de mise en avant. Et donc, c'est comment on va faire pour, du coup, se différencier. Donc j'ai un exemple, par exemple, on fait des arches avec des surfaces vendantes. Surface vendante, ça veut dire qu'on a des endroits en fait pour placer nos produits de manière à dire je ne mets pas juste une arche pour faire joli et pour être impactant, mais aussi pour mettre en avant les produits, donc pas perdre de place au sol. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, on a fait un camion de Noël aussi, où on pouvait mettre nos produits dans le capot du camion. Donc voilà, encore une fois, pour dire ce n'est pas la place perdue, donc vraiment pour se différencier et réussir à négocier cette place. Et l'idée, c'est aussi toujours se réinventer, de continuer avec des solutions plus RSE qui se réutilisent. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de Mills, de l'animation. Et donc là aussi, on a utilisé du coup des matériaux durables qui sont réutilisables et qui permettent du coup d'être impactants tout en dépensant un minimum, on va dire, de matière. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, Coca-Cola Mills, c'est un super exemple, je pense. Ça fait des années qu'on travaille avec Coca-Cola à l'agence et on est vraiment en test and learn perpétuel avec les membres de ton équipe pour vraiment créer des solutions qui ont de l'impact là où il y a beaucoup de contraintes, on l'a dit. Les contraintes sont là, c'est un fait. Maintenant, comment on fait pour y répondre? Il y a plusieurs solutions. Soit on innove et c'est ce qu'on fait. À l'agence, en fait, on a une vision qui peut être assez pyramidale dans notre façon d'accompagner les marques. Pourquoi pyramidale? Avec que des lettres et des formes, c'est particulier. Non, pourquoi on fait ça? Parce que les contraintes sont là. Il faut répondre en fait aux magasins et à ses attentes et aux les consommateurs qui visitent le magasin de façon différente.
En bas, en fait, de cette pyramide, on va avoir l'hypermassif. On va avoir de la visibilité, on va avoir des arches, on va avoir de la PLV, on va avoir des corners qu'on peut appeler no staff, où là, vous allez avoir des QR codes, des jeux, etc. Donc, on va être sur du très massif, là où c'est possible de le faire. Si on monte un tout petit peu dans cette pyramide, là, on va jouer avec l'animation commerciale dont tu parlais, par exemple, où là, on va faire goûter, on va faire tester, on va être sur une expérience qui fait qu'on va continuer à créer ce lien avec le consommateur. Et au bout, en fait, de cette pyramide, on va aussi avoir les événements en point de vente. Coca-Cola 1000, c'est un super exemple, en tant que visibilité pour la marque et aussi comme levier commercial auprès des forces de vente pour pouvoir exister. Donc les contraintes sont là, mais aussi à nous, en tant qu'industriels et en tant qu'agence, d'avoir une réponse en fait, qui est adaptée à la typologie du magasin, à comment elle est mise en place et au type de consommateur aussi qui va visiter le point de vente. Alors justement, on parle beaucoup du point de vente. Maintenant, il n'y a pas que dans le point de vente en fait, que le consommateur il est en contact avec des marques. On est dans la rue, on pense aussi aux réseaux sociaux. Je regarde dans la salle, peut-être que certains d'entre vous sont en train de suivre leur marque préférée ou une marque préférée via un des réseaux sociaux, TikTok, Instagram et tutti quanti qu'on peut citer. Et donc, on peut vraiment dire que le consommateur d'aujourd'hui est presque en constante conversation avec les marques et les marques. Ses marques préférées et également évidemment les marques qui essaient de le séduire ou de la séduire. Comment est-ce que justement on peut faire pour dépasser cet instant T du point de vente et continuer cette conversation au-delà de cet instant T? Alors, de notre côté, en effet, on agit, on appelle ça en end-to-end. C'est vraiment du début à la fin. Donc, il va y avoir des actions qui sont faites en pré-store. Donc, tu le disais, par exemple, hier soir, vous étiez devant votre télé et vous avez eu cette publicité, donc média sur une de nos marques. Vous êtes couché, vous avez scrollé un petit peu avant de dormir votre téléphone et vous avez reçu du contenu sponsorisé, encore une fois avec le même thème et la même marque. Et en fait, vous avez regardé la story de votre dernier influenceur préféré et vous avez vu qu'il mettait en avant du coup à nouveau cette marque pour vous inviter à aller en magasin, à l'acheter, à la consommer. Donc ça, c'est la partie vraiment pré-store. Et du coup, ce qui fonctionne, c'est que vous allez en fait le retrouver après en magasin. Donc on a la partie Media in Store, on appelle ça. Donc vous allez arriver à l'entrée du magasin, vous allez voir les portiques qui sont du coup habillés aux couleurs de la marque que vous avez vue hier soir en télé ou sur votre téléphone. Vous prenez votre caddie, en fait vous avez l'affiche chariot avec en effet encore cette marque. Donc l'idée c'est d'aller cibler un maximum de consommateurs comme ça. Une fois que vous êtes dans le magasin, vous avez du coup cette belle mise en avant avec cette arche, cette belle PLV, et cette mécanique d'achat qui vous pousse à consommer la marque pour gagner un super lot. Vous avez peut-être des animations comme on a vu, des events, on en parlait. Et ensuite, ça se poursuit encore au-delà donc, du point de vente. On vous donne des petits leaflets avec du coup un QR code pour jouer à des jeux ou alors pour vous rendre sur la Coca-Cola application où en fait toute l'année vous avez des jeux avec des lots à gagner, ce qui permet de vraiment créer une communauté et entretenir du coup le lien avec nos consommateurs. Et donc clairement, cette activation commerciale s'inscrit, j'ai envie de dire, dans un end-to-end, comme tu viens de l'expliquer. Camille, est-ce que tu peux éventuellement rebondir là-dessus? Oui, nous aussi, c'est un vrai challenge. Le rôle d'une agence, en fait, c'est un peu d'être le chef d'orchestre du succès des campagnes. Que ce soit de l'animation, de l'événementiel en point de vente, et même au-delà. Hein, vous avez montré des photos en festival, dans la rue, etc. Déjà, on a un premier rôle qui est clé, et Léa le connaît très bien qu'on travaille ensemble, c'est de traduire en fait une stratégie marketing globale dont elle parlait, qui va vivre via des copies télé, via du digital, via de l'expérientiel en point de vente, en traduction en fait d'activation adaptée à Franprix, à Auchan, à Leclerc, etc. Donc ça, c'est notre premier rôle. Et c'est un rôle qui est clé parce que c'est un rôle, une fois qu'on a compris tout ça, nous, on va travailler à faire venir les gens, à faire vivre l'événement en fait sur le moment et surtout à faire durer. Il y a quelques années, moi, quand je suis arrivée dans ce milieu, les marques étaient en fait investissaient beaucoup d'argent aussi sur des événements qui pouvaient vivre une journée, 2 jours, 3 jours. Et on voit qu'il y a un changement de paradigme qui est assez énorme à ce niveau-là. Que les événements, en fait, c'est un point central, mais qui s'inscrit en fait dans un projet qui est beaucoup plus global. Et comment on va ferrer en fait le consommateur à différents moments dans ses lieux de vie, dans ses lieux d'achat, dans ses lieux de consommation, etc. L'agence, c'est un rôle aussi de coordinateur entre différentes parties prenantes. Nous, une agence d'activation, notre rôle, c'est vraiment que la marque touche le consommateur, tout simplement. Mais on sait que pour que ça marche, il faut des agences de RP, il faut des agences digitales, il faut des agences d'influence, etc.
Et nous, on est garant en fait du fait que tous ces maillons en fait se mettent dans l'ordre pour qu'on transforme de la visibilité. Le marketing, c'est pas que de l'ultra-visibilité, c'est transformer de la visibilité en fait en acte d'achat et rendre des marques qui sont hyper puissantes, hyper visibles et hyper attachantes pour les consommateurs. Alors, tout à fait d'accord. J'aime bien le concept de chef d'orchestre parce qu'en fait, justement, il y a 15 ans, quand j'étais en field marketing, c'était exactement ça. En fait, c'était jouer le chef d'orchestre et de lier tous ces maillons ensemble. Maintenant, en disant, il y a 15 ans que j'étais dans le field marketing, vous avez compris, je suis la génération X. Maintenant, on va peut-être passer à une autre génération dans mes questions. C'est cette fameuse génération Z. Donc la génération Z, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont nés de 1997, entre 1997 et 2012, pardon, 1997. Je vous avais dit que j'étais de Belgique, donc voilà. Donc c'est ceux qui sont nés entre 97 et 2012, donc c'est les jeunes entre 13 et 28 ans. Ils arrivent sur le marché de l'emploi, ils arrivent aussi sur le marché de la consommation, parce qu'en fait ils ont leur propre salaire et autres. Et c'est un peu, ayant discuté avec pas mal de retailers en préparation de cette table ronde et d'autres sujets, c'est un peu cette cible qu'on essaye de séduire aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a un peu dans les hypermarchés une surreprésentation des 55+, une surreprésentation des familles avec enfants ou des familles en général. Et alors là, il y a cette Gen Z qu'on a bien parfois opposée, alors qu'on ne devrait pas le faire, avec ces X, ces Y, ces boomers, alors que justement la Gen Z est un consommateur comme un autre qui recherche surtout l'authenticité. Par contre, il recherche beaucoup l'expérience, donc d'où la force de l'activation commerciale. C'est une communauté qui a connu beaucoup le Covid assez jeune, quand ils étaient aux études, ou même encore très jeunes. Donc, même si le Covid passait comme si c'était hier, mais ça a été quand même il y a déjà 5 ans. Mais donc, il y a cette recherche d'authenticité, cette recherche d'expérience, et aussi une recherche d'inclusivité pour qui... parce que cette génération trouve que l'inclusivité est aussi quelque chose de très important en ce qui les concerne. Comment justement est-ce que, avec l'animation, avec l'activation commerciale, vous essayez justement de séduire cette génération Z? C'est une très bonne question parce que c'est un challenge perpétuel de vouloir les cibler. La première chose que je pourrais dire, c'est qu'on essaye de comprendre leur passion point, donc vraiment qu'est-ce qui les attire. Et en fait, il y en a plusieurs, et c'est là où on va essayer vraiment de travailler les points pour parler en fait le même langage qu'eux et du coup réussir à les toucher. De notre côté, on a pas mal de partenariats, et pour donner des exemples, par exemple le sport. Donc vous l'avez vu l'année dernière avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, on essaye de les attirer en faisant gagner par exemple à des places pour aller voir les épreuves. Donc ça c'est pour la partie sport. On a aussi la partie Fédération française de football, donc pour les passionnés de football, où là pareil on essaie de mettre des choses en place pour faire gagner des lots en rapport avec le foot, et donc ce qui est un monde assez grand. On a d'autres passion points, on a par exemple la musique. Donc quand on fait des activations, on essaie de créer du lien avec les shoppers, avec la musique. Je vous donne des exemples on fait gagner des places de concerts, des concerts européens comme Tomorrowland, ou alors même nationaux comme par exemple les Eurokéennes à Belfort ou Garo Rock. Donc plus nationaux, plus locaux aussi. Et on a d'autres passion points comme par exemple les parcs d'attractions. Là aussi on essaye de cibler. Et encore un autre qui est le gaming, qui est vraiment une tendance qui ne cesse de croître. On va cibler la Gen Z vraiment qui est très jeune, avec par exemple des partenariats avec notre marque, donc Monster, et qui est une marque de boissons énergisantes, et Call of Duty par exemple. Donc vraiment dans l'univers du gaming pour attirer en fait un maximum de shoppers et de toucher du coup au maximum cette Gen Z. Moi qui jouais à Pac-Man en prenant mon coca, c'est différent que le Monster et Call of Duty. Camille, toi, tu as peut-être d'autres exemples justement aussi pour cette Gen Z. Comment est-ce que vous l'abordez dans d'autres projets? Ouais, Léa et moi, je pense qu'on n'est pas de la Gen Z, mais pas loin. On essaie de la comprendre. Et comme beaucoup de marques, je pense que toutes les marques aujourd'hui essayent de comprendre cette génération qui intrigue beaucoup. J'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence où ils expliquaient que la génération Z aura autant d'impact dans ses façons de consommer que les baby-boomers. Donc, tous les changements qu'ils ont apportés sur la façon de consommer, l'hyperconsommation, l'avènement des hypermarchés, etc. Tous ces changements qu'on connaît aujourd'hui, et ben en fait, cette génération Z aura autant d'impact que cette génération-là. Donc c'est bien de se poser la question pour les toucher parce que c'est clé pour exister. Nous, à l'agence, on pourrait en parler des heures, je pense, de la génération Z, à tel point elle est fascinante. Mais je pense qu'il y a des drivers clés qu'il faut avoir en tête pour réussir à aller les toucher.
Tu l'as dit un petit peu, Vincent, c'est l'authenticité. Je pense que c'est une génération qui attend des marques qui sont authentiques, qui sont transparentes. Pas de storytelling surjoué, pas de messages brouillons, etc. Ils veulent des marques qui soient engagées et qui sont transparentes dans leur façon de produire, dans leurs recettes, et qui ont surtout une régularité de communication et pas un positionnement qui va changer tous les 6 mois. Une marque authentique, c'est une marque qui est droite dans ses bottes et qui est capable en fait d'avoir une cohérence de son discours qui peut perdurer. Tu l'as aussi dit, toi, Léa, sur ce côté hyper connecté, ce côté d'interactivité aussi qui est constant. On sait que c'est une personne qui ont des téléphones toujours dans la main, qui sont omnicanales et surtout qui aiment bien les interactions qui sont gamifiées et dans lesquelles ils peuvent avoir un vrai rôle en fait pour échanger avec la marque. On parle beaucoup de user generating content. Je pense que tous ceux qui ont les réseaux sociaux le connaissent et ça, je pense que c'est un vrai pli à prendre pour les marques qui le font beaucoup en fait. Mais comment on va co-créer en fait du contenu et des médias en fait entre la marque et le consommateur. Donc l'authenticité, l'interaction. Et c'est aussi une génération qui est un peu plus volatile émotionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire, volatile émotionnellement? C'est une génération qui peut changer vite d'avis, qui s'attache très vite. C'est une génération qui est passionnée, mais qui peut aussi changer vite d'avis. Donc, comment on fait pour durer dans le temps? Comment on fait pour perdurer? Ça répond un peu au premier point. Il faut de l'authenticité, il faut un positionnement constant, il faut une façon en fait de prendre la parole qui reste la même. Il y a plein de passion points pour le faire, il y a plein de façons en fait d'aller les adresser, mais avec un discours qui reste cohérent. Je pense que la clé, c'est créer de la récurrence en fait dans les moments de rencontre avec la génération, avec un discours qui est tout simplement vrai pour la marque. Les marques ont beaucoup de choses à dire, il faut juste l'exprimer et la génération Z l'accueille très bien. On parlait de lettres tout à l'heure justement, donc tu parlais des 4 E et le terme émotion revient souvent et aussi le P de passion, parce que vous le citez vraiment très clairement toutes les deux. Et en effet, comme vous dites, elle est émotionnellement volatile. Et c'est vrai que c'est une génération qui est très influencée par les influenceurs et qui regarde très fort ces éléments-là. Maintenant, donc on a parlé de Gen Z, on a parlé d'activation, au-delà de l'instant T. Si vous aviez maintenant encore quelques conseils pour les marques, pour émerger en point de vente et même plus loin, et renforcer les 3 piliers justement, activation, impulsion et fidélisation, qui est aussi un élément très important. Ce serait quoi en fait vos conseils? On a encore quelques minutes, je vous rassure. Donc tu peux y aller largement. Côté Coca-Cola, c'est vrai que nos valeurs, c'est plutôt le partage, la passion, la convivialité, et on essaye au maximum de le retranscrire en magasin. On veut vraiment créer cette émotion avec le shopper. Donc s'il y a 2 conseils que je pourrais donner, le premier, c'est quand même l'omnicanalité. Vraiment se servir de tous les canaux, que ce soit magasin, que ce soit drive, que ce soit la digital, Figito. L'idée, c'est vraiment de faire un 360, on va dire, de tous les canaux pour en fait cibler un maximum pour moi, de consommateurs et de shoppers. L'idée, c'est qu'aussi, on fait du drive to store. On peut faire du coup de la mise en avant sur les drives pour ramener en magasin, ramener du trafic. Donc, c'est vraiment ça qui va nous permettre encore d'émerger du coup au point de vente. À côté de ça, la communication est clé, toujours dans cette omnicanalité. Je pense par exemple, nous, on met en place des packs de communication quand on fait des activations pour permettre aux magasins de communiquer en fait en amont avec des affiches, des posts pour les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. L'idée étant vraiment de leur donner toutes les billes pour pouvoir communiquer en amont et créer en fait cet événement le jour J et pouvoir ramener un maximum de trafic. Donc voilà, toujours pour booster le magasin. Et mon deuxième conseil, ce serait vraiment autre, mais c'est la partie ciblage. Pourquoi ciblage? C'est qu'il y a beaucoup de magasins qui ont du potentiel sur nos marques, qui ont besoin de marques aussi pour grandir, pour faire du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment de les cibler au maximum. Et quand je parle de ciblage, je parle aussi de local, pour se rapprocher au maximum des consommateurs. Ça va être par exemple faire gagner des dotations qui sont locales. On parlait tout à l'heure des Eurokéennes, donc à Belfort, qui est un festival. Et ben, les faire gagner dans la région Franche-Comté, à côté de Belfort, ça permet de créer plus de liens, parce qu'ils se sentent plus concernés. Donc déjà de 1, les magasins, donc les enseignes qui se disent bah oui, c'est chez moi, et du coup qui sont plus en même à participer à l'opération. Et aux shoppers en fait qui se sentent beaucoup plus du coup mis en avant, valorisés et que ça permet de créer beaucoup plus de liens avec eux. Là pour moi. À moi, les conseils? Oui. Moi, ça va être assez basique. Quand on a écrit cette table ronde tous les 3, il y a 3 mots qui nous sont venus en fait au final, qui sont l'activation, l'impulsion et la fidélisation. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête sur ces 3 mots qui résument en fait tout ce qu'on raconte
32 minutes maintenant. L'activation, pourquoi on revient sur ça? C'est comment on attire, comment on engage, comment on crée un contact, je pense que vous l'avez compris, marquant avec le consommateur, que ce soit en point de vente, on en a beaucoup parlé, mais aussi dans tous les lieux pertinents. L'activation marketing, le marketing expérientiel, il peut vivre dans plein d'endroits. Le point de vente étant clé, c'est là où le consommateur a son caddie dans la main et c'est là où il achète, mais c'est tous les endroits aussi où c'est pertinent d'aller travailler la relation entre la marque et sa cible. Par exemple, c'est emmener une marque dans les campus pour toucher les étudiants. C'est vous lancer une marque de snacking, c'est aller dans les coworking, c'est aller dans la rue quand c'est pertinent, c'est aller en festival de musique pour toucher la fameuse génération Z sur ses passion points de la musique. Donc en fait, l'activation, elle a plein de visages et faut lui trouver le bon endroit pour s'exprimer, mais les opportunités sont multiples en fait pour le faire. Donc, on a bien parlé d'activation. Mais le deuxième pilier pour nous qui est essentiel, c'est évidemment l'impulsion. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour faire acheter, évidemment. On est des marketeurs. Notre travail au quotidien, c'est de faire acheter tes produits, toi Léa, nous de vous aider à les faire acheter. Et du coup, on va stimuler l'achat avec des expériences qui sont fortes, de la gamification, du lien entre la marque et le consommateur, de user-generated content, tout ce qu'on peut avoir sur les réseaux, etc. Et cette gamification, elle passe par pas mal de choses, par des jeux concours, par de la dotation, par des QR codes, par des jeux, par pas mal de choses qui ne sont pas forcément très, très coûteuses. Là, on a l'exemple de Coca-Cola à côté de moi, mais en fait, énormément de marques peuvent se retrouver dans ces piliers-là, en fait, et créer de l'impulsion, en fait, de l'achat. Et enfin, la fidélisation. On a beaucoup parlé de travailler la relation entre la marque et le consommateur. Et on sait que ça passe par un storytelling qui est puissant. Et le storytelling, c'est beau, mais le storytelling, il s'exprime sur le terrain. Il s'exprime quand la marque échange avec son consommateur via des hôtesses sur le terrain, via le personnel des magasins dont tu parlais, qui sont aussi les meilleurs ambassadeurs pour parler les marques. Et c'est en fait, c'est la récurrence des rencontres et c'est l'interaction continue qui fait que des marques classiques deviennent des love brands, ce qu'a réussi à faire Coca-Cola aussi. Et beaucoup de marques sont en train d'émerger aussi sur le marché. Donc au global, s'il y a un conseil à donner, c'est de travailler sur ces trois piliers: l'activation, l'impulsion, la fidélisation. Et pourquoi on fait tout ça? C'est que l'activation en général, le marketing opérationnel, c'est vraiment, oui, c'est faire du bruit, oui, c'est faire vibrer les gens, oui, c'est les faire agir, c'est les faire interagir, mais c'est surtout aussi les faire revenir. Donc c'est nous, en fait, comme ça on travaille au quotidien et comme on travaille aussi avec Léa sur nos différents sujets, je pense qu'on garde tout ça en tête au quotidien. Très très bien en tout cas. Moi ce que je retiens surtout de cette table ronde qui est maintenant à ces 35 minutes quasiment, c'est qu'en fait quand quelqu'un dit dans une réunion strat c'est pas quelqu'un qui est en train d'hésiter, c'est vraiment quelqu'un qui pense aux 4 E dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'expérience, l'émotion, l'exclusivité et l'engagement. Je pensais que quelqu'un allait lever la main, mais donc ok, vous avez bien suivi. Je pense aussi en fait qu'on a bien pu cerner aussi au fait que la Gen Z en fait c'est un consommateur comme les autres qui recherche de l'authenticité, tout comme les anciennes générations cherchaient aussi. Simplement qu'il faut qu'on lui parle avec passion, avec authenticité. Et vraiment, ce terme d'authenticité est quelque chose sur lequel il faut vraiment inciter aujourd'hui. C'est on n'invente pas du contenu comme ça, on n'invente pas une activation comme ça. Il faut vraiment qu'elle soit authentique et qu'elle s'inscrive dans cette campagne en général et dans cette end-to-end, comme tu l'expliquais tout à l'heure, pour justement générer ce drive to store, car en fait on est dans un projet d'omnicanalité et que le consommateur aujourd'hui, il est sollicité partout et que l'activation commerciale est justement, en tant que bon chef d'orchestre, en plein milieu. Maintenant, ce que je retiens aussi, c'est dans tous nos échanges, c'est qu'en fait les animations commerciales de demain, il y aura quoi aussi, à quoi est-ce qu'on pensera? C'est à l'éco-responsabilité. On ne va pas faire 36 000 trucs en plastoc et autres machins. On a des stands réutilisables. On pense à la sustainability, à la durabilité dans nos actions. Il y a la personnalisation. La personnalisation n'est pas forcément uniquement aller dire toi Camille, toi Léa, toi Vincent, toi Florent, toi Léna. Ça peut aussi être de la localité, comme les festivals dont tu parlais tout à l'heure. Donc la personnalisation peut aller très loin. Là également, l'intelligence artificielle pourra nous aider demain. Ce sera un outil assez utile. Et alors là, il y a aussi toujours cet aspect de gamification qui nous permet de continuer au-delà de l'instant T et de travailler de fidélisation. Alors j'espère sincèrement, franchement, que vous avez eu un très beau tour d'horizon en fait aujourd'hui de l'activation commerciale et que vous aurez en fait bien été convaincus. Ici, on parlait entre trois convertis et pour qui on est bien convaincus. J'espère aussi également que vous êtes convaincus de l'utilité et de l'efficacité de l'activation commerciale encore aujourd'hui et demain.
Et sans doute, et j'espère, que certains d'entre vous ont des questions. On a Florent qui va se promener avec le micro pour celui ou celle qui en a peut-être. Je pense qu'il y a de l'animation par là. Non? Là, on a une question au premier rang. Bonjour. On a beaucoup parlé de marketing centré autour de l'expérience. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de réalité augmentée, réalité virtuelle et comment est-ce qu'on arrive finalement à créer de l'expérience en figital. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un enjeu clé? Comment est-ce qu'il s'intègre dans l'activation et aussi la partie fidélisation? Voilà, plus une question là spécifiquement sur cet outil-là. Ouais, moi de mon côté, on n'a pas encore exploré ce pic-là. En tout cas, c'est pas forcément le plus pertinent pour nous, pour nos marques et pour aussi l'investissement. Après, peut-être que toi, Camille, du coup, je pense que tu as déjà expérimenté avec d'autres marques. Oui, nous, on expérimente avec beaucoup de marques. On a plus d'une centaine de clients à l'agence dans plein d'univers différents, donc ça nous permet de tester pas mal de choses. La réalité augmentée, pour prendre ça comme exemple, on en fait toujours. Ça peut être toujours hyper pertinent. On parlait de contraintes de magasin, ça nous parlait d'embarquer une expérience là où il n'y a pas de place, parce que tout se passe dans le téléphone. Il n'y a pas très longtemps, on a travaillé pour Danette à la sortie du film Wonka, par exemple, et on a transformé en fait le magasin grâce à la réalité augmentée. Il fallait trouver des petites Danettes dans le magasin. Ça paraît débile, mais en fait, ça marche hyper bien. Le consommateur passe du temps avec la marque, interagit avec elle et après surtout l'embarque dans son téléphone. Il y avait un relais sur les réseaux sociaux, etc. pour travailler sur le produit, sur la licence, etc. La réalité augmentée et tous ces outils, c'est bien, mais ça dépend quels sont vos objectifs, quels sont vos piliers aussi. Ça peut être très bien pour certains types de produits. Quand on travaille sur des marques, par exemple, de beauté, on est beaucoup plus sur de l'expérience qui est plus liée au corps, qui est plus authentique, c'est le mot, je pense que vous l'aurez compris, mais qu'on est beaucoup plus là-dedans, sur un rapport au final le plus simple possible entre la marque et le corps et les besoins du corps. Et là, ça peut être hyper intéressant. Donc il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de oui ou non à ça, c'est juste différents outils qui peuvent être pertinents à mettre en place en termes de coût, de place et d'univers dans lequel vous travaillez. Il y a beaucoup de marques qui s'approprient l'univers du gaming, on sait que c'est hyper intéressant, il y a plein d'événements aujourd'hui, les e-sports explosent aussi, donc ça peut être hyper intéressant de travailler sur ce fil rouge. Nous on le fait, mais on n'est pas du tout en train de pousser une solution par rapport à l'autre, ça dépend vraiment de la marque et des messages qu'elle veut faire passer. Pour rebondir là-dessus, justement, il y avait des belles campagnes qu'il y a eu en Belgique. Notamment, tout le monde connaît les livres avec les stickers Panini, dans lesquels on peut avoir les équipes de foot et autres machins. Et Carrefour, il y a quelques années, avait fait une très très belle campagne où il y avait justement la réalité augmentée avec les personnages Disney. Et donc vous pouviez avoir votre fils ou votre fille qui était absolument super content d'avoir le sticker parce qu'il pouvait alors là prendre sa photo avec Minnie Mouse ou Donald Duck dans sa main ou à côté de lui sur le chose. D'ailleurs mon fils était très content avec ça. Et puis alors là aussi une autre campagne pas trop longtemps avec Deleuze. La campagne Panini de Carrefour, c'était vraiment pour pouvoir toucher les familles qu'il voulait vraiment animer en point de vente. Mais alors là, avec la campagne de lait, c'était pour présenter les petits lions. Donc montrer, là encore, il y avait un but, c'était de faire comprendre pour le consommateur d'aujourd'hui que Deleuze a aussi des prix bon marché, donc, parce que Deleuze n'est pas vu comme le meilleur marché. Et ils ont ce qu'ils appellent les prix petits lions, donc, qui est leur symbole, et donc montrer en fait que celui qui trouvait le petit lion en rayon pouvait gagner un bon d'achat de XYZ, je crois que c'était 50 €, une histoire ainsi. Et donc ça, c'est le genre de choses aussi qui vont au-delà du gaming et au-delà du gimmick, mais vont vraiment avec un but très clair pour dire c'est quoi l'objectif, on veut passer ce message, et c'est quoi la cible, on veut passer sur cette cible. Et donc là encore, il faut vraiment bien penser que quand on a une campagne de ce type-là, on peut utiliser la réalité augmentée, mais ça reste un outil comme un autre, et il faut voir est-ce qu'il est bien relevant pour la campagne qu'on veut faire. Une question suivante éventuelle ? Tout était clair, sinon alors là je vais repasser la parole à monsieur qui a une question là-bas. Alors, question de tout temps aujourd'hui dans l'activation, hein, moi qui ai fait un peu l'école Ogilvy où il est très important de pouvoir mesurer le retour sur investissement de notre activation. Aujourd'hui, avec la multiplication des canaux, comment on arrive à avoir ce ROI au-delà des simples chiffres de vente? Quels sont un peu les éléments de mesure d'impact, de mesure de performance sur l'activation?
C'est très compliqué sur l'expérientiel d'avoir du ROI positif également, parce qu'en effet, si on regarde un petit peu les objectifs premiers, et c'est un avis personnel, mais sur le marketing expérientiel, on est plus sur du brand love, sur en effet faire connaître notre marque. Et donc c'est très dur en effet de suivre et voir après si le consommateur en effet a acheté son Coca ou pas. Donc c'est une question qui est très compliquée et qu'on se pose vraiment au quotidien et qu'on essaye de répondre. On a plusieurs choses. Nous, on regarde notamment la partie contact. Contact, c'est les personnes qui ont été en contact en fait avec l'animation ou l'événement que vous avez vu. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de toucher un maximum de consommateurs qui peut-être en effet demain seront des vrais consommateurs. Et on a aussi une partie qui est l'ODV, donc l'occasion d'être vu. Donc là, c'est les personnes qui vont voir, mais qui vont pas forcément être en contact avec la personne, mais juste qui vont quand même voir le dispositif, voir les couleurs des marques, etc. Donc d'un côté, qui vont quand même être touchés, sans vraiment avoir de contact plutôt humain. Et donc on continue, en tout cas nous, avec Strada, quand on fait des animations, on a beaucoup de déclaratifs animatrices qui distribuent par exemple des bons de réduction, etc. et qui voient du coup l'acte d'achat. Et donc c'est ça qu'on essaye de traquer. Et en effet, c'est pas... Enfin voilà, on essaye encore d'analyser, de continuer. Et tu parlais des ventes aussi. Donc on a quand même la partie panel avec Kantar ou Nielsen, où on essaie quand même de regarder sur la période s'il y a eu plus de ventes que d'habitude ou pas. Donc c'est un travail qui est compliqué et multi-casquette, j'ai envie de dire, pour pouvoir réaliser nos bilans. Donc je disais, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter. Tu as dit beaucoup de choses. Non, je ne sais pas si ça répond à la question. Peut-être la dernière chose pour compléter, évidemment, l'ODV, évidemment, les ventes, etc. Mais ce qu'on fait, ça va au-delà des ventes. Évidemment, c'est hyper important. Et Léa voudrait plus travailler avec nous s'il n'y avait pas de vente à la fin, évidemment. Mais c'est que ça marche aussi un minimum. Et c'est surtout, au-delà de l'ODV, c'est aussi le nombre de contacts argumentés qu'on peut faire. On vous parle beaucoup d'expérience, d'authenticité. Et au final, c'est quoi? C'est des animateurs en magasin, c'est des hôtesses en street marketing, etc. qui vont travailler sur un discours produit qui va être qualitatif. Et au-delà de parler des key selling points d'un produit, c'est qu'est-ce qui rend ce produit unique, pourquoi il est sorti, à quels besoins il répond, etc. Et je pense que ce nombre de contacts argumentés, même s'il ne va pas forcément acheter dans la minute, et il peut acheter dans la minute, et quand il achète dans la minute, c'est qu'il y a un bon de réduction, il y a une promo, etc. Mais on va travailler sur une continuité aussi, et ce discours, en fait, Coca-Cola prend la parole, il y a quelqu'un qui vous parle de Coca-Cola et vous dit pourquoi vous en avez besoin et comment c'est adapté à vous. Et je pense que c'est un des KPI qui est aussi hyper important pour venir compléter tout ce que tu disais. Je ne sais pas si Vincent, tu voulais compléter. Je voulais compléter en fait surtout avec le concept de contribution et d'attribution. Il y a aussi la théorie, et là je vais sortir en fait du carcan alimentaire. Je vais prendre un exemple en fait dans l'automobile. Imaginons qu'on veut acheter une nouvelle voiture. Avant d'y aller, on a été confronté éventuellement à la Mercedes, la BMW, n'importe quelle marque visuellement en campagne d'affichage. Visuellement à la télévision avec une publicité. On aura été soi-même sur le site internet pour pouvoir déjà comparer les tarifs, etc. On aura été éventuellement sollicité via les réseaux sociaux après notre tracking ou en paid. On dit tiens, celui-là il est intéressé par ça, donc voilà. Et donc c'est en fait toute une série de touchpoints. Et il y a des démonstrations qui montrent que avant d'aller chez le concessionnaire, les gens ont parfois déjà vu entre 60 à 90 touchpoints avec la marque avant d'acheter la voiture. Maintenant, chez qui est-ce qu'on peut alors là mettre le touchpoint pour dire c'est lui qui a fait la conversion de la vente? Est-ce que c'est la pub télé? Est-ce que c'est le post Instagram? Est-ce que c'est le fait d'aller chez le concessionnaire? Est-ce que c'est le commercial du concessionnaire? Et donc il y a vraiment cet aspect de dire on doit un peu sortir de cet aspect vraiment attribué et de penser GRP avec magazine, GRP, Chic et Chac. Tous ces outils en fait qui nous permettent de mesurer, c'est très bien, mais il y a vraiment cette opposition entre l'attribution et la contribution des différents touchpoints en fait qu'on a à voir, et c'est un tout en fait à analyser. C'est compliqué évidemment, mais on doit partir un peu de cet aspect ROI chose. Merci. Merci pour la table ronde. En fait, j'avais une question. Ce que vous présentez là, c'est essentiellement pour la GMS. Donc, vous parlez effectivement de publicité et vente sur le lieu de vente. Est-ce qu'on peut, dans le cadre de l'out of store, c'est-à-dire quand on est effectivement en dehors des magasins, des cinémas, des espaces de vente, la restauration, etc., est-ce qu'on peut utiliser les mêmes recettes? En tout cas, est-ce que c'est les mêmes recettes que vous utilisez pour tout ce qui est ubiquité, visibilité, s'il vous plaît? Merci.
Merci pour la question. C'est très vrai. Là, on a vraiment parlé de magasins. Je peux vous donner des exemples parce que j'ai travaillé aussi sur la partie hors foyer de notre côté. Donc, par exemple, je vous donne l'exemple des boulangeries Paul. Je pense que vous connaissez tous et sinon, il y en a une juste derrière. On a fait des animations dégustation là-bas. Donc, nouveaux produits, Fusti, nouvelle saveur qui est arrivée. Et donc, c'est un partenariat aussi avec Strada. On a mis en place un petit stand assez simple qui passe partout parce que les boulangeries sont pas énormes. Donc, il faut quand même s'adapter, comme je dirais, au format de l'espace. Et là, il y avait vraiment un animateur qui faisait déguster les produits à toutes les personnes qui rentraient du coup dans la boulangerie. Et donc l'idée, c'était de convertir en disant, bah voilà, vous avez bien aimé, retrouvez-le juste derrière, du coup, bah, chez Paul. Et donc la personne était beaucoup plus apte à, hop, on le voit en plus acheter. Donc on se dit, ça a vraiment fonctionné. Donc c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait bien. Et côté cinéma, on a fait aussi des activations. Cinéma, il faut cibler vraiment avant les films, donc avant certains films, parce que c'est là où toutes les personnes arrivent un peu en avance, etc. Et on avait fait un peu aussi d'expérientiel. Je pense à une campagne sur Coca-Cola Création l'année dernière, où on faisait carrément des tatouages éphémères, bien sûr. Donc l'idée, c'était de parler de notre nouvelle boisson, de l'univers, qui était en effet très plutôt dans l'espace, tout ça. Et l'idée, c'était de co-créer avec le shopper son propre tatouage, ou avec un test de personnalité sur une borne, on lui disait à la fin, voilà ton tatouage. Et en fait, l'animatrice était là pour lui tatouer avec un outil spécifique, tatouage éphémère qui ne dure pas toute la vie. Et ça a bien fonctionné, notamment sur la Gen Z. Donc, on était très satisfaits. Donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille main dans la main avec des agences. C'est aussi comment trouver la bonne expérience pour le bon point de vente et pour le bon channel, le bon circuit, qui en effet diffère en fait, entre l'alimentaire, le hors-foyer et bien d'autres. Pour rebondir avec d'autres exemples, il y a 15 ans, un de mes gros clients, c'était Bosch, quand j'étais dans l'agence. Et en fait, on travaillait très fort le secteur du bricolage. Et en fait, l'idée, c'était pas de dire simplement on doit vendre telle ou telle perceuse, c'était vraiment aborder et aider le client qui venait à chercher tel ou tel outil. Et c'était pour savoir, tiens, c'est quel type de travail que vous allez faire chez vous à la maison. Tiens, je peux vous diriger sur tel ou tel autre. Donc, il y avait vraiment ce côté conseil. Et alors, là, un autre exemple qui me vient en tête, auquel vraiment personne n'avait pensé, c'est on a fait des animations commerciales dans les points de vente qui vendent des cuisines. Donc, chez des Xina ou des choses comme ça. Et justement, c'était pour créer cet aspect, oui, quand on va voir des cuisines, c'est logique que ça sente aussi comme si quelqu'un cuisine à l'intérieur. Et donc, ça donnait des éléments là. Et alors là, on pouvait même aller aussi travailler avec des moments, comme Coca-Cola parlait tout à l'heure de travailler avec des moments dans l'année. On travaillait avec certains types de recettes pendant l'année. Et alors là, pendant les fêtes de fin d'année, là, on parlait vraiment avec les recettes de Noël. On avait aussi des marques de champagne ou de bulles qui venaient nous accompagner dans ce type d'animation commerciale. J'espère que ça répond à votre question. Et je crois qu'on m'a fait signe que c'était la dernière question parce que Florent a envie d'aller manger. Ouais. Je vais donner maintenant la parole à Camille qui a une petite surprise pour vous. Oui, merci à tous pour votre écoute. On était ravis déjà de collaborer tous les trois. C'était un bon moment et on espère qu'on vous a appris des choses, ouvert l'esprit et peut-être questionné sur vos prochaines opérations.